The Pearls of Candice Faircom. De l'autre part, c'est aussi une maladie. Le trouble anxieux, c'est aussi une maladie qui est complexe, avec des symptômes complexes aussi. Des gens vont avoir des palpitations, le cœur qui va aller vite, vite, vite. Des gens vont même des fois perdre connaissance. Des gens vont avoir l'impression qu'ils sont en train de mourir. Douleur à la poitrine. Ça peut donner tellement de symptômes qui peuvent être effrayants, qui sont importants. Si quelqu'un m'appelle au téléphone et me raconte des symptômes, cette personne est en train d'avoir une crise de panique, il me raconte ses symptômes, sans me dire qu'il y a des antécédents d'anxiété ou rien d'autre. En général, sans rien avoir d'autre comme élément, comme données, OK? Je vais être comme, hey, c'est peut-être que tu voudrais aller à l'urgence. Puis, je vais jamais dire à quelqu'un, ah, relax, c'est juste une crise de panique avant d'avoir éliminé le pire. Okay? Donc, l'anxiété, c'est une maladie comme n'importe quoi d'autre. Fait c'est important que les personnes se fassent diagnostiquer, c'est important que les personnes se fassent traiter si elles ont besoin de traiter. Puis quand je dis traitement, j'inclus psychothérapie là-dedans, pas nécessairement des médicaments. Parce que l'anxiété, ça peut être quelque chose de paralysant. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est difficile de dire à une personne, ah, relax, c'est juste de l'anxiété. Puis même quelqu'un qui fait de l'anxiété peut avoir une crise cardiaque. Donc, c'est très tricky comme question parce que avant d'éliminer quelque chose de grave, comme une crise cardiaque, comme un caillot dans les poumons, comme on appelle communément une embolie pulmonaire, ça peut donner des douleurs à la poitrine. Il y a tellement de choses qui peuvent donner, tellement de choses graves et pas graves qui peuvent donner des symptômes qui sont similaires à ce qu'on vit pendant une crise d'anxiété, qu'on ne peut pas, à moins d'avoir vu un médecin ou un professionnel de la santé qui est qualifié pour donner ce genre de diagnostic, on ne peut pas dire « Oh, c'est rien, c'est juste de l'anxiété ». Cette fois-là où j'ai été à l'hôpital, quand j'ai appelé l'ambulance, moi, c'était une crise d'anxiété. C'était ça. J'avais un examen dans 2 jours, mais j'ai jamais fait de crise d'anxiété. J'ai jamais eu mal à la poitrine comme ça avant un examen. Ça m'était jamais arrivé. Puis on a fait tous les tests possibles et imaginables. Électrocardiogramme, name it. Puis le médecin était comme, écoute, you're fine. You're good. Like, it's nothing. Puis j'étais comme, I guess I'm stressed. Le stress, c'est un gros facteur qui perturbe la vie de quelqu'un. Hein. On dit d'éviter d'avoir une vie stressante, mais c'est quoi ton conseil que tu pourrais donner au niveau du stress? Comment gérer ça en tant que tel? Tu es bien placé pour nous le dire. Là. Moi, personnellement, je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une psychiatre, je suis une psychologue, mais je peux dire les conseils que je connais au niveau de la littérature, ce que moi, je fais également. Donc, en général, on suggère les séances de relaxation peuvent être bien. La méditation peut aider aussi. Le yoga, c'est quelque chose qui relaxe également. Donc, ça, c'est quelque chose. Puis c'est aussi tout un mode de vie aussi. Là. Donc, ça peut aider. Le sport libère des endorphines. Puis c'est des bonnes hormones. Okay? Donc, ça vient un peu contrecarrer les hormones du stress qui sont plus comme l'adrénaline, qui vont faire le cœur aller vite, qui vont faire que tout notre métabolisme va un peu plus rapidement, qui nous épuise, basically. Okay? Donc, les endorphines ont comme l'effet contraire, viennent un peu désamorcer un peu le stress. Ça peut aider. Donc, toutes ces choses peuvent aider. Exemple, si quelqu'un fait du cardio, fait du jogging, du tapis roulant, whatever, depuis la personne commence à courir, puis il y a une douleur à la poitrine qui persiste subitement. Oui. Okay? Qu'est-ce que c'est ça en tant que tel? Ben, j'ai pas de réponse pour toi. J'ai pas de réponse parce que, comme je me suis dit, avant de dire que quelqu'un fait soit une crise cardiaque, soit this and that,
il faut une évaluation complète. Tu vois, des fois, les gens m'appellent, « Ah, écoute, je suis un peu essoufflée depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu penses que c'est? » Je ne sais pas. Il faut avoir une évaluation complète, voir un médecin qui va poser les bonnes questions, qui va examiner également la personne, qui va faire les tests appropriés pour pouvoir dire ensuite qu'est-ce que c'est. Ce que tu dis en ce moment, moi, je suis probablement un peu biaisée, mais quelqu'un qui court sur le treadmill, qui vient avoir une douleur qui persiste, OK, une douleur à la poitrine ou whatever, qui persiste, c'est juste avec cette donnée-là, ça peut être un peu inquiétant. OK? Surtout si au repos, la douleur arrête, puis si elle se remet sur le treadmill, la douleur recommence. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'angine. C'est une douleur qui est typique pour les douleurs cardiaques. OK? OK. Mais moi, des fois, j'ai mal quand je suis sur le treadmill. J'ai mal à la poitrine. Ça m'arrive d'avoir mal à la poitrine, d'être essoufflée, mais ma fréquence cardiaque monte à 200 battements par minute aussi. Fait que, des fois, j'ai un point sur le côté aussi. Mais ça, on sait qu'avec quand tu fais l'exercice, tu augmentes ton taux de ce qu'on appelle des lactates, puis ça augmente dans le sang. Ça fait mal aux muscles. OK? So, il faut connaître son corps aussi. Si toi, tu fais du treadmill, moi, je fais du jogging depuis des années. Si après 1 kilomètre, je me rends compte que j'ai tout le temps autour de la même vitesse ou bien autour de la même distance, je commence à avoir mal à la poitrine, puis c'est quand je m'arrête que ça arrête. Ça, c'est très suggestif de quelque chose de cardiaque. OK? Donc, une douleur qui va être à l'effort, qui va être soulagée par le repos ou bien par ce qu'on appelle la nitroglycérine, qui est une petite pompe que les cardiaques ont. Puis quand ils se la mettent en dessous de la langue, puis quand ils prennent ça, ça dilate ou ça fait augmenter la taille des artères du cœur. Donc, ça permet au sang de mieux circuler. Puis ça diminue la douleur. Puis une douleur qui est... c'est ça, une douleur à l'effort qui est soulagée par le repos. OK? En général, on se pose des questions, puis on va dire aux personnes de consulter. Si les caillots dans le sang, OK? Les caillots dans le sang, après un test sanguin, on peut le déceler, OK? OK, on voit des caillots dans le sang. Puis, on te donne un anticoagulant. Oui. Habituellement, est-ce qu'il faut être suivi pendant environ 6 mois pour s'assurer que les caillots ne reprennent pas de l'ampleur, exemple? Moi, je ne suis pas une spécialiste des caillots. Donc, les caillots peuvent être à plusieurs endroits. En général, on les trouve au niveau soit des jambes ou soit des poumons. En général, moi, ce n'est pas une spécialité que je pratique. Par contre, en général, quand on fait le diagnostic de caillots dans le sang, ou en termes médicaux, une embolie pulmonaire ou bien des thromboses au niveau des jambes, des veines. Ouais. Quand les gens sont mis sous anticoagulation, ça dépend du médecin puis de l'importance de la sévérité de ce qui s'est passé. Le suivi peut être fait à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an. Okay? Fait que c'est vraiment, ça dépend de la sévérité de la maladie. Donc, je ne peux pas te dire en tant que tel. C'est moi, exemple, quand mes patients, parce que moi aussi, c'est des caillots, mais c'est juste pas des caillots à la même place, c'est des caillots dans le cœur. Quand mes patients font un caillot dans le cœur puis qu'ils ont une crise cardiaque, je les revois à peu près 4 à 6 semaines après leur événement principal. OK? Puis des fois, avec le système de santé actuel, ça peut aller à 1 mois, ça peut aller à 2 mois. En général, je les vois assez rapprochés, puis après ça, je les vois au 1 an. À part s'il y a des choses qui se passent, mettons, le patient, je sais pas moi, son cœur est faible, il y a d'autres symptômes, il y a d'autres choses qui font que je suis comme, oh, you know what, je te verrai dans 3 mois, je te verrai dans 6 mois. Donc, il n'y a pas de chiffre magique. Il y a des guidelines, il y a des lignes directrices qui nous suggèrent qu'après une crise cardiaque, on devrait voir notre patient en 4 à 6 semaines. Ce sont des suggestions. Donc, ce sont des suggestions qui sont basées sur des grosses études en général que les grandes sociétés de cardiologie, de médecine suggèrent aux médecins pour un peu mettre des balises à la profession puis à la manière dont on pratique notre médecine. Puis il y a toujours, on dit, le gros bon sens, OK? Fait que, moi, ce patient, il y a des patients que j'ai pas été capable de les voir dans les 4 à 6 semaines, je les ai vus après 2 mois, mais je savais qu'ils allaient être corrects, ou bien si je n'étais pas sûre, j'allais donner un petit coup de fil, je suis comme, hey, by the way, comment ça va bien, OK, mais je te vois dans 2 mois, OK, c'est bon, OK, si tu as un problème, tu appelles ma secrétaire, on prend un rendez-vous.
on est des humains. On est des humains, puis on est aussi occupés. Il y a le système de santé qui n'est pas parfait, fait qu'on doit s'ajuster aussi. OK? Fait que ça peut arriver qu'un patient se fasse voir 3 mois après son caillot ou qu'il se fasse voir 6 mois après son caillot. OK. Mais s'il n'y en a pas eu de suivi, est-ce une négligence médicale? En général, en général, les gens ont un suivi. En général, les gens ont suivi. Si c'est pas tout de suite, c'est au moins une fois par année, ils voient leur spécialiste. En général, Donc, au moins une fois par année. s'il n'y a pas eu de rendez-vous suite à une intervention de la sorte, OK? Est-ce que tu considères ça une négligence médicale? Je ne serais pas prête à dire ça. Je vais te donner une réponse de politicienne, malheureusement, parce que j'ai l'impression que tu as comme une histoire en tête puis que tu ne me la dis pas au complet. Mais c'est beaucoup, ça a un poids lourd, hein. Négligence médicale, ça veut dire que quelqu'un n'a pas fait sa job et a mis en danger un patient. C'est ce que ça veut dire négligence médicale. Donc, moi, à moins d'avoir toutes les données, à moins d'avoir clairement ce qui s'est passé, l'histoire au complet, je ne vais jamais dire qu'un collègue a fait de la négligence médicale parce que je sais à quel point, plus souvent qu'autrement, les médecins sont soucieux de leurs patients et ajustent leur pratique aux besoins du patient. Donc, si un médecin, ça arrive que des patients tombent dans les cracks du système. Malheureusement, ça arrive que des fois, c'est juste parce qu'il y a eu le dossier s'est comme perdu entre deux, ou bien le patient a oublié d'appeler pour prendre un rendez-vous, bien lui, il avait compris qu'on allait l'appeler pour prendre un rendez-vous, il n'avait pas compris que c'est lui qui devait appeler pour prendre un rendez-vous. Tu comprends? Ah. Il y a des choses comme ça aussi qui arrivent. Hein? Il y a des choses qui arrivent aussi comme ça. Quand tu quittes l'hôpital ou quand tu quittes la clinique du médecin, hey, quand est-ce qu'il est mon suivi? Est-ce que j'ai besoin d'un suivi? Quand est-ce qu'il est mon suivi? Et comment je fais pour obtenir mon rendez-vous? Le médecin va vous dire, OK, juste va voir l'infirmière, elle va te donner un rendez-vous. Bien, tiens ma carte, appelle dans 3 mois pour prendre ton rendez-vous. Moi, mes patients, ils sont très stressés quand ils quittent l'hôpital parce qu'en général, c'est des patients qui ont eu une procédure. Comme je t'expliquais au début, je fais des procédures. Ils sont stressés, ils ont reçu un stent. Donc, c'est comme, il y a un nouvel élément dans leur cœur. Ils sont stressés. Ils sont très organisés dans leur façon d'être. Puis souvent, ils me le demandent. Ils sont comme, mais c'est quand qu'on se revoit? Puis je leur dis, t'en fais pas. We'll call you to give you an appointment. Comme ça va se faire. Vous en faites pas. OK? Puis je leur dis, au pire, si d'ici 6 mois, vous n'avez pas eu de nouvelles, donnez-nous un coup de fil. Okay. Fait que un patient, une personne qui est inquiète, qu'elle aurait besoin d'un suivi, soit parce qu'elle ne se sent pas bien ou soit parce qu'elle a juste besoin de voir son médecin, c'est correct d'appeler l'hôpital ou d'appeler la clinique du médecin puis de faire « Hey, j'aimerais voir mon médecin et je pense que je devrais avoir un suivi. Qu'est-ce que vous en pensez? » Vous allez vous faire dire oui, OK, on vous book un rendez-vous, ou bien oh non, en fait, c'était la dernière visite la dernière fois, peut-être que vous avez mal compris, mais vous n'avez pas besoin de suivi. Ça arrive. Okay. Okay? Moi, je donne congé à des patients des fois dans ma clinique. Je dis OK, bien, à partir de maintenant, vous n'avez plus besoin de voir un cardiologue à chaque année. Ça va bien, votre médecin de famille est tout à fait capable de gérer le reste de vos problèmes. Si jamais il y a une question par rapport à votre cœur, je serai toujours disponible pour répondre aux questions. Il peut m'envoyer une lettre, il peut m'appeler, il peut me référer un patient. Des fois, je revois des patients que je n'ai pas vus depuis 2-3 ans, je les revois dans mon bureau pour un nouveau problème. OK, ça arrive. Et des fois, ça arrive que des spécialistes les discharge ou ils donnent congé à un patient. Ouais. Ça arrive aussi. Puis il y a des choses que les médecins de famille sont en mesure de gérer. Il y a des médecins de famille qui gèrent des caillots. Tu comprends? Et je veux dire, les listes d'attente pour voir le médecin, des fois, moi, j'ai une de mes collègues, sa liste d'attente est de 6 mois. Fait que tu peux comprendre un patient qui devrait être vu maintenant, ça se peut qu'il attende encore 6 mois pour l'avoir. C'est beaucoup, là, c'est long. Donc, c'est pour ça qu'on est tellement content quand les gens ont des médecins de famille, parce qu'on fait des communications, on leur envoie des lettres, on les appelle des fois même, pour leur dire « Hey, voici ce que je ferais, voici mes recommandations. Si tu as des questions, feel free to call me. » Mais pour le moment, la balle est dans ton camp, mon ami, parce que moi, je suis comme... Overload. C'est ça. Donc, ça arrive aussi. Les mucus dans les artères du cœur, est-ce que c'est relatif à les produits laitiers? Est-ce que c'est la malnutrition?
Qu'est-ce qui fait de l'accumulation de mucus dans les artères du cœur? OK. Bien, tout d'abord, c'est pas du mucus, c'est plus du build-up ou de l'accumulation de cholestérol. OK? Ce qui OK. bloque les artères, c'est du cholestérol pur et simple. Ce qu'on voit là, c'est quand tu fais une étude microscopique des artères du cœur, on voit le cholestérol qui est dans les artères, puis il y a un noyau, en fait, qui est plein de cholestérol, un noyau lipidique qu'on appelle, donc un noyau gras, OK? Parce que les lipides, là, quand on dit lipides, on parle de gras. Donc, un noyau qui est lipidique, puis autour de ça, il va y avoir de l'inflammation. OK? Pourquoi? Parce que c'est pas normal d'avoir du cholestérol à cet endroit-là. Fait que le corps est comme, ouais, non, 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 non. Fait qu'il envoie ses petits soldats. Les petits soldats qu'on appelle les globules blancs dans le sang. Mm-hmm. Le corps envoie ces petits soldats-là, il envoie les globules blancs, puis là, les globules blancs rentrent dans les artères, puis ça grossit, puis ça finit par faire des blocages qui peuvent être soit pas importants, soit plus importants. OK? OK. Donc, il y a des blocages qui sont plus inflammés que d'autres. Il y a plus d'inflammation, d'autres qui sont moins inflammés. Quand il y a beaucoup d'inflammation, ben en général, ce sont ces blocages-là qui sont plus à risque de faire une crise cardiaque. OK? Fait que c'est pas tant du mucus. Fait que si on comprend que à la base, là, c'est du cholestérol qui rentre dans les artères, à ce moment-là, ben, ça nous permet de comprendre que l'alimentation a un rôle à jouer, l'exercice a un rôle à jouer, le stress a un rôle à jouer, la haute pression a un rôle à jouer, le diabète a un rôle à jouer, le cholestérol élevé dans le sang a un rôle à jouer. Fait que c'est vraiment, on joue à plusieurs endroits. Là, qu'on traite la maladie cardiaque, qu'on prévient la maladie cardiaque, on joue à plusieurs endroits. Fait que tu me demandais si est-ce que c'est l'alimentation, hein, est-ce que c'est l'alimentation, une alimentation équilibrée qui va être faible en gras. Puis on parle de toutes sortes de gras, le gras animal, en fait, le gras animal, ça inclut le gras animal. Ça peut être une prédisposition, bien un facteur de risque, donc quelque chose qui va pas causer nécessairement, mais qui va comme rajouter dans la balance de tes chances d'avoir de la maladie cardiaque. Tu vois? Fait que moi, mes patients, puis moi, personnellement, ma diète personnelle, c'est une diète qui est plutôt méditerranéenne. Donc, ouais, qu'est-ce que tu dis? Mm-hmm. Donc, c'est une diète qui, ben, plus souvent qu'autrement, là, j'essaie de la suivre, mais c'est une diète en général qui implique que tu manges beaucoup de légumineuses, beaucoup de légumes, de fruits, des graines, puis il y a même une pyramide qui montre ça, là. C'est vraiment, c'est très, très visuel, puis c'est très bien. Moi, je l'avais sur mon frigidaire quand j'étais plus jeune, ma mère était infirmière. fait qu'il y a comme toutes les légumineuses. Puis là, quand plus tu montes dans la pyramide, ça, c'est en bas, c'est les choses que tu peux manger beaucoup, que tu peux manger tous les jours. Le poisson, les fruits de mer. Puis après ça, plus tu montes dans la pyramide, plus ça devient comme du pain, des sucreries, des bonbons. Puis en haut de la pyramide, il y a un gâteau. Puis c'est comme une fois par semaine, mettons, tu peux commencer ça. Puis les viandes rouges sont dans le haut de la pyramide. Donc, théoriquement, c'est des choses qu'on ne devrait pas manger de façon régulière. Comme pas tous les jours, ça devrait être comme une fois par semaine, une fois ou 2 semaines. Lorsque tu fais mention des fruits de mer, tu as fait mention des fruits de mer, excuse-moi de t'interrompre un peu, c'est parce que ça dépend de la cuisson qui est apprêtée sur les fruits de mer, parce qu'il y en a qui mettent extrêmement beaucoup d'huile lorsqu'ils sautent leurs crevettes, puis tout ça. Ouais, ben c'est ça l'affaire. C'est que là, ouais, mais là, c'est une question d'habitude aussi, parce que même dans notre culture à nous, les gens vont dire, ah oui, mais moi, je suis haïtienne, moi, j'ai mangé de la nourriture haïtienne toute ma vie. Puis il y a moyen, et j'en mange encore aujourd'hui, il y a moyen de faire de la nourriture qui goûte bon, qui est saine et équilibrée, tout en observant ta culture. Il y a toujours moyen de faire. Moi, parenthèse, OK, je viens de m'acheter un air fryer. Yo, girl, this shit is life! Je viens de m'acheter un air fryer. Yo, ma fille! C'est la vie. Je suis pas payée par Ninja. J'ai pas de part j'ai pas de part dans leur compagnie. Mais mon air fryer, le Ninja Cooker, je te dis, comme, c'est un air fryer, c'est un slow cooker, c'est un pressure cooker. Je peux faire des choses sauter dedans, puis j'ai pas besoin de mettre d'huile du tout. Non, pas besoin. At all. At all. Moi, au début, j'étais comme, je vais mettre un petit spray, là. J'achète le PAM. J'achète le PAM parce que c'est chup, puis c'est comme, tu comprends? Yeah.
que des fois, quand tu mets de l'huile, t'es comme, tu continues, tu comprends, mais c'est que j'achète ça, là, j'en ai mis un petit peu, mais c'était tellement pas nécessaire, comme tout, Mais c'est tout non. seul. Mais parce que, tu sais, tu l'as dit tantôt, le gras animal, moi, je comprends pas les gens qui mettent de l'huile pour faire certaines choses. Moi, personnellement, je fais tout en bas du four. N'importe quelle viande en bas du four. Ouais, Tu sais, il y a des viandes, oui, c'est c'est une vrai. Bon, question la viande d'habitude. hachée de base, pourquoi tu mets de l'huile? Moi, c'est déjà assez gras comme viande. Pourquoi Ouais, t'ajoutes de l'huile? Tu sais, comme je pense que c'est une mentalité ouais, de, oh, faut absolument mettre de l'huile, sinon, ouais. ça va pas être bon. Ou sinon, Moi, c'est je suis pas capable de cuisiner nécessaire. sans ça, là. Ouais. Sinon, c'est pas nécessaire d'en mettre autant qu'on pense. Le PAM, c'est une bonne alternative là, pour les gens qui ont qui sont généreux là, avec l'huile. Moi, je me connais, j'étais généreuse avec mon huile, donc c'est pour ça que j'ai comme switché au spray. Euh, Puis sinon, mais il y a des différentes huiles aussi. L'huile d'olive, c'est mieux que, que certaines autres huiles. Tu comprends? Fait que je. Qu'est-ce que je racontais? Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a moyen d'honorer sa culture, d'honorer la manière dont on a grandi, d'honorer nos goûts aussi, Mhm. sans nécessairement tomber dans l'excès. Exact. Donc, euh, donc voilà. Fait que là, ça, c'est pour l'alimentation. Euh, L'exercice, il y a plusieurs bénéfices à l'exercice. Excuse-moi, j'ai commis un moment de anglais-français dans ma tête. Je suis comme, wait, what? Mm. Il y a plusieurs bénéfices à l'exercice, incluant perdre du poids, on sait bien. Ça augmente ton métabolisme et ça diminue le cholestérol dans le sang aussi. Comme littéralement, ça diminue le cholestérol. Pas seulement en perdant du poids. Parce que tu peux être mince et avoir beaucoup de cholestérol. J'ai des patients qui sont minces comme ça qui ont eu des crises cardiaques, qui ont du cholestérol dans le plafond. Voilà. Fait que c'est pas parce que tu es mince, tu deviens comme un couch potato, surtout avec la pandémie, les gens minces euh, ne font pas. Il y a certains, je ne veux pas généraliser, mais certaines personnes qui vont être minces vont pas avoir tendance à se forcer pour rester en forme parce qu'elles sont minces. Mais être mince, ça ne veut pas dire que métaboliquement parlant, donc à En l'intérieur de ton santé. corps, ça ne veut pas dire que tu es en santé. Et OK? voilà. Donc, ça, c'est un point super important. L'exercice, c'est magique. Moi, tous mes patients, je leur dis de faire l'exercice. Ça diminue le taux de cholestérol dans le sang, ça te fait perdre du poids, ça libère des endorphines, donc ça aussi, c'est bien, ça diminue ton stress. Euh, euh, c'est ça. Donc, selon les statistiques, tes recherches, tes études et tes expériences personnelles, OK? Mm-hmm. Euh, selon les sexes et les groupes d'âge, Oui. quel est le taux ou ton observation critique de la catégorie qui est plus atteint de faire des crises cardiaques? Est-ce que c'est plus les hommes et les femmes? Est-ce que c'est plus au-dessus de 45 en montant? Est-ce que c'est plus maintenant 30-35 en montant? Euh, Selon toi? bon, c'est une question intéressante. D'abord, pour répondre à la question de la différence entre les sexes, les femmes ne font pas plus de crises cardiaques que les hommes en général. Par contre, elles meurent plus. OK? Donc, on sait que dans les années ou dans les mois, les années suivant la crise cardiaque, les femmes ont à peu près, dans les 5 ans, à peu près, something like 10% de plus de chances de mourir que les hommes. C'est pas des gros pourcentages, hein, mais dans ce groupe-là de gens, les femmes ont une moins bonne évolution que les hommes. Euh, Est-ce que c'est à cause du niveau émotionnel? Ben, il y a plusieurs raisons pour ça, incluant les hormones. On a des hormones qui sont différentes. Fait que c'est nos antécédents aussi, question de diabète, hypertension, tout ça. Fait que c'est plus comme au niveau scientifique, ça serait comme compliqué d'expliquer, mais basically, ce qui se passe, sachant toutes ces données-là, c'est que, sachant aussi que les femmes ont moins tendance à consulter ou être moins prises au sérieux quand elles se présentent à l'urgence avec leurs symptômes, c'est important de mentionner que oui, les femmes ont autant de chances d'avoir des crises cardiaques que les hommes. Par contre, une fois que ça s'est fait, leurs chances de mourir après sont un peu plus élevées. Okay? Ça, c'est plus au niveau de la disparité entre les sexes. Tu m'as posé une deuxième question. Tu m'as demandé... La catégorie d'âge. Ah oui, la catégorie d'âge. Ben,
C'est une bonne question. Je ne connais pas la réponse exacte. Par contre, de mes lectures et de mon expérience, en général, on va dire que ça va être les hommes en haut de 50 ans. Les femmes qui entrent dans la ménopause aussi sont plus à risque de faire des crises cardiaques. Donc, en haut de 50 ans pour les hommes, puis en général, les femmes un peu plus tard. Donc, la ménopause, c'est quoi? 55 ans, 60 ans, à peu près. Fait que ça va être autour de cet âge-là. Puis plus tu fais ta ménopause, plus précoce, ben, tu es aussi à risque de faire des crises cardiaques ou d'avoir des problèmes de cœur. Des balancements au niveau des hormones. Les hormones ont vraiment un gros rôle à jouer, là, comme au niveau de notre du fait qu'on peut faire des crises cardiaques. Donc, pour clôturer notre épisode aujourd'hui, Dr Bastiani, donc je peux t'appeler comme ça? Dr Oui, Bastiani. Félicitations de base, OK? C'est quelque chose que je trouve vraiment amazing, là. Merci. Qu'on a ça ici au Canada. Moi, je te connais, personnellement, je vais parler en détail. Moi, je t'ai connue comme ça fait un peu way back en tant que voisine. Mais je suis vraiment fière de toi parce que je te voyais un peu aller, là, puis j'étais comme, cette fille-là, elle n'a pas le temps, là, comme... C'est pas la fille qui va aller dans les jams, là, du jeudi au dimanche, là, elle n'a pas le temps pour ça. Je trouve que tu es vraiment une personne que les gens devraient suivre, même si tu n'es pas souvent sur les réseaux sociaux, mais quand même, tu partages parfois des contenus que je trouve vraiment pertinents, qui pourraient nous amener à réfléchir un peu mieux. Merci. Donc, quel serait le conseil pour clôturer notre épisode ici d'aujourd'hui, sachant que la communauté noire, on est reconnu pour l'hypertension, le diabète, le cholestérol. Tout à fait. En période de pandémie. Fait que je pense que je vais prendre l'opportunité pour diviser mon conseil de la fin en deux parties. Donc, pour les gens qui n'ont pas de maladie, pour les gens qui en ont. Fait que pour les gens qui n'ont pas de maladie, surtout pendant la pandémie, c'est de bouger. C'est de bouger, de rester actif. Il y a plusieurs effets de la pandémie, puis personne n'est à l'abri, OK, les maladies de la santé, les maladies de la santé mentale et aussi les maladies du corps, OK? Donc, physiquement et émotionnellement, on est plus à risque d'avoir des problèmes. Donc, de bouger, de rester actif autant qu'on peut, de sortir si on peut. Je sais qu'à Montréal, il y a le couvre-feu, mais pendant la journée, si on est capable de sortir, là, hopefully, bientôt, là, les journées vont commencer à se rallonger. Mais vraiment essayer de trouver des moyens pour prendre soin de soi. L'alimentation, tu sais, quand on a un couch potato, c'est facile, là, un sac de chips, du chocolat, blablabla. Essayer de garder des bonnes habitudes alimentaires. Puis je m'inclus là-dedans, en passant, OK? D'essayer de garder de bonnes habitudes alimentaires. Puis c'est ça. Donc ça, c'est plus pour les gens qui n'ont pas nécessairement de problèmes cardiaques ou autres. Pour les gens qui sont atteints d'hypertension, de diabète, de cholestérol, ou un des trois, ou les trois, c'est super important de savoir que ces maladies-là, c'est pas comme l'asthme, mettons, tu as mentionné l'asthme un peu plus tôt. L'asthme, c'est comme quand tu as une crise d'asthme, tu le sais, c'est désagréable, tu essaies de ne pas en avoir. Fait que si le médecin t'a donné des traitements pour prévenir, tu les prends. Parce que tu sais à quel point c'est chiant d'avoir une crise d'asthme. Maintenant, c'est pas la même chose pour le diabète, la haute pression et ou le cholestérol. Pourquoi? Parce que ces maladies-là sont des maladies qui sont asymptomatiques. Donc, ils ne donnent pas de symptômes nécessairement. Okay? Ta pression est à 105, 190, 200. Tu risques d'avoir un peu mal à la tête, avoir un petit peu comme des étoiles. Mais en général, surtout les gens qui ont la haute pression pendant longtemps, ils sentent rien. Ils sentent rien du tout. Mais ces gens-là font des strokes, des ACV. Ces gens-là font des crises cardiaques. Ces gens-là font des problèmes de reins. Leurs reins vont... Ça va jusqu'à la dialyse, jusqu'à la transplantation rénale. Okay? Même chose pour le diabète. Donc, le diabète pas contrôlé. Tu ne sens rien au début. Mais à un moment donné, tu commences à plus sentir dans tes pieds. Tu commences à moins voir bien parce qu'il y a la maladie des yeux du diabète. Tu commences à avoir des maladies du cœur, les reins. Le diabète atteint les reins aussi. Puis le cholestérol, quand tu as du cholestérol qui commence à build up dans tes artères de ton cœur, dans tes artères au niveau de tes jambes aussi, tu te mets à marcher, tu commences à avoir mal aux jambes. Tout ça, c'est des symptômes qui sont subtils, qui apparaissent tardivement dans l'évolution de la maladie. Au début de la maladie, c'est là qu'il faut agir pour bien contrôler, pour ne pas arriver à un point où c'est comme un peu un non-retour, qui est fatal. Un ACV, là, OK, c'est grave.
ça peut détruire une vie. Fait que ça peut aller jusqu'à tuer ou t'es comme moitié de ton corps est paralysé pour le restant de tes jours, alors que c'est quelque chose qui aurait pu être prévenu. OK? Donc, c'est ce que je dis aux gens qui ont ce genre de maladie. Soyez agressifs dans le contrôle de votre maladie, peu importe ce qu'elle est, parce que ça va prévenir à la longue des conséquences qui peuvent être fatales. OK? Donc, ça serait mon conseil. Wow. Moi, j'ai tellement beaucoup appris, là. Oui, je suis contente. C'est ça le but. Je suis sûre que les gens, ils vont prendre des papiers crayons parce que je sais dans la communauté noire, tu as au moins une personne dans ta famille qui a un de ces 3 maladies Oui. en tant que telle, puis qu'en période de pandémie, beaucoup ne savent pas bien gérer leur stress. Ouais. Donc, oui. donc, un infirmier ou une infirmière au triage ne pourrait pas te diagnostiquer d'anxiété parce qu'ils ne sont pas reconnus des psychiatres ou des personnes, parce que c'est facile de dire à quelqu'un, OK, cette personne-là est dépressive, cette personne-là est anxieuse, ou, c'est quelque chose qui est souvent répété au triage. J'ai fait des entrevues avec des infirmières là-dessus. Ouais. Toi, en tant que cardiologue, excuse-moi, là, parce que c'est venu dans mon esprit tantôt. Non, c'est très correct, puis je suis contente en fait que tu me poses la question. Je suis contente que tu me poses la question. C'est un peu comme la même chose pour les ambulanciers. Les infirmières, OK, et les ambulanciers, les infirmières voient des choses. C'est comme... OK. Je sais pas si tu aimes les films de guerre, là, genre. Mais il y a toujours comme... Mais l'exemple est bon, trust me. Il y a toujours comme le roi, les sergents, whatever, qui sont comme dans le château, comme ça, en train de regarder les gens se battre. Les en bas, tours. Dans les tours. OK, dans les tours, en train de regarder les gens se battre, ou bien les gens qui... Bon, OK. Puis en bas, il y a the real people, frontline, OK? Genre, eux, ils sont sur leur cheval en train de battre, les eux qui foncent dans le tas, OK? Ça, c'est les infirmières. Les infirmières sont sur le terrain, tout le temps là. C'est elles qui voient les patients en première ligne. C'est elles qui font le suivi. Moi, j'ai mon patient 1 fois par journée, ou 2 fois, des fois. Elle voit le patient aux 4 à 6 heures. Et tu peux comprendre que dans une même journée, elle peut voir le même patient 4, 5 fois. Fait que leur flair clinique, c'est-à-dire leur flair pour détecter certaines choses au niveau médical, et souvent, surtout pour ça, pas toutes les infirmières sont bonnes, mais c'est pas comme si tous les docteurs sont pas bons non plus. Là. C'est que ça, c'est dans n'importe quel métier. Mais les infirmières, en général, ont un flair qui est pas quelque chose que tu peux apprendre dans les livres. Fait quand une infirmière vient me voir et elle me dit « Ah, docteur Bastiani, tel patient est là », mais sérieusement, je pense que c'est juste de l'anxiété. Ça reste... Je prends son information qu'elle m'a donnée, je le mets en données comme dans ma tête. Je vais voir mon patient, je l'évalue comme je fais d'habitude. Puis après ça, avec ce qu'elle m'a dit, avec ce que moi j'ai amassé comme données, là, je fais comme, tu sais quoi, elle avait raison. Mais elle a questionné le patient, elle l'a examiné aussi, les infirmières examinent les patients, puis elles posent des questions aussi, elles prennent le temps aussi. Pendant qu'elle prend une prise de sang, là, elle jase avec le patient. Ouais. Pendant qu'elle est en train de prendre ses signes vitaux, des fois, ou pendant qu'elle est en train d'arranger son lit, ou en train de faire un transfert, pour vrai, l'infirmière, des fois, elle me dit des choses que je suis comme, oh, pour vrai? Oh, il fait ça dans la vie? Oh, je savais pas. Oh, comme elle me dit des informations, genre. Fait que c'est pour ça que quand une infirmière au triage pas pose un diagnostic, mais donne son opinion, fait une observation comme ça, ça arrive qu'elles ont raison. Ça arrive souvent que ce qu'elles ont observé, c'est ça. Parce qu'elles ont de l'expérience et des connaissances aussi. Surtout les infirmières praticiennes qui travaillent. Pour vrai, moi, j'ai certaines de mes infirmières praticiennes. Donc, ça, c'est les infirmières qui ont fait un bac. C'est comme des résidents. Des résidents, c'est les gens qui étudient pour être en médecine. Ce sont mes résidentes. Elles voient mes patients, elles écrivent une note pour moi, elles font des diagnostics, on révise ensemble, puis moi, je vois toujours mes patients avec elles, mais ce sont des personnes avec un background médical qui n'est pas médecine, mais qui est assez important. Donc, si une infirmière dit, puis moi, sérieusement, je mettrais ma main au feu que ça n'arrive jamais. Une infirmière ne va jamais
avoir l'audace de dire à un patient, c'est juste de l'anxiété ton affaire, tu devrais retourner chez toi. Elle ne peut pas. Et je pense que légalement, elle ne peut pas. Tout patient qui se fait trier à l'urgence devrait voir un médecin. Même si c'est dans 12 heures, il va voir un médecin. C'est pour ça qu'il y a il y a des niveaux d'urgence. L'ordre de priorité de 1 à 6, je pense, 1 à 5. Ça dépend des hôpitaux et des provinces. Ouais. Donc c'est ça. Mais c'est une question intéressante parce que moi, personnellement, je travaille comme ça avec mes infirmières. Mm-hmm. Comme ça. Fait que, ouais. OK. Excuse-moi, c'est parce que ma mère... Donc, non, c'est comme... C'est de l'appui, là, comme... ça fait vraiment beaucoup de common sense, là, excusez de mon franglais, là, parce que pour ceux qui ont entendu l'entrevue avec les infirmières, puis là, on a une cardiologue, ben là, c'est comme pour combiner l'information, je trouve que c'est tellement une bonne symbiose. J'espère que les gens vont prendre le temps, des papiers, crayons, prendre des notes, parce que ça peut éviter d'aller à l'urgence, parfois. Puis, ou faire en sorte que tu vas. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas les hôpitaux, mais tu sais, je peux comprendre aussi, mais ta santé, ta vie est en jeu. Tout à fait. Tu as dit vraiment beaucoup de choses. Merci encore de ton temps, Dr. Ça fait vraiment plaisir. Donc, bon, c'est la fin de notre entrevue aujourd'hui. Vous pouvez la suivre sur Instagram si vous voulez. Elle est souvent, des fois, elle participe dans C'est quoi le bail avec Renzel. Donc, c'est un très beau réseau. Donc, en tout cas, merci encore. Puis, merci à toi de m'avoir invité. C'était vraiment fun. Merci, j'apprécie. All right. Take care. Bye. Bye. Merci. The Pearls of Candice Fuego.